Le 18 avril 1990, la police découvre un corps dans un appartement de Liebfeld, en banlieue de Berne. La victime s'appelle Herbert Albot, 75 ans, ancien militaire de carrière et ancien chef d'une organisation dont à ce moment-là, presque personne ne connaît l'existence. Il a été tué avec sa propre baïonnette militaire, plusieurs coups portés à l'estomac. Et sur sa poitrine, les médecins légistes ont trouvé quelque chose d'étrange. Des caractères écrits au feutre dont la signification n'a jamais été élucidée. Ce qui rend ce meurtre encore plus troublant, c'est ce qu'Albot a fait 6 semaines plus tôt. Le 1er mars 1990, il avait écrit une lettre confidentielle au conseiller fédéral Caspar Villiger, en lui proposant de révéler, en tant qu'insider, toute la vérité sur une armée secrète. Il n'en a jamais eu l'occasion, son meurtre n'a jamais été résolu. Et les documents qui auraient pu faire la lumière sur ce qu'il savait, détruits par la police, sur conseil d'Albert Bachmann, le fondateur de l'organisation qu'Abbott avait dirigée. Bienvenue dans l'histoire du Projet 26, une armée secrète suisse que le Parlement ne connaissait pas, financée par des fonds publics, formée par les services secrets britanniques. Et ce n'était pas la seule de son genre en Europe, loin de là. Parce que derrière le P26, il y a une histoire bien plus grande, celle d'un réseau clandestin qui a traversé tout le continent. Des caves de Berne aux forêts belges, des arsenaux cachés dans les Alpes, aux bases d'entraînement secrètes en Angleterre. Pendant 40 ans, des dizaines de milliers de civils et de militaires ont mené une double vie, prêts à tout au cas où les soviétiques franchissaient la frontière. Cette vidéo, c'est l'histoire de ces hommes de l'ombre et de ce que le gouvernement a fait en leur nom, sans jamais leur demander leur avis. Pour comprendre le P26, il faut d'abord comprendre dans quel monde il est né. On est en 1945. La guerre est finie, l'Europe est en ruine. Et à peine les décombres refroidis, une nouvelle fracture s'ouvre. Cette fois, entre l'Est et l'Ouest. D'un côté, les États-Unis et leurs alliés. De l'autre, l'Union soviétique et le bloc communiste. Deux visions du monde, deux arsenaux nucléaires. Et entre les deux, un rideau de fer qui coupe le continent en deux. Ce qu'on appelle la guerre froide, c'est ça. Une guerre sans bataille rangée, du moins en Europe. Mais une guerre quand même. Une guerre de nerfs, de renseignements, de propagande et surtout une guerre de la peur. Parce que la question qui hante tous les états-majors occidentaux, à partir des années 50, c'est simple. Et si les soviétiques avancent? L'armée rouge à son apogée, c'est plusieurs millions d'hommes. Des blindés par milliers, des missiles pointés vers chaque capitale européenne. Les stratèges de l'OTAN font leurs calculs et les calculs sont pas rassurants. En cas d'invasion, certains scénarios donnent à peine 48 heures avant que les chars soviétiques n'atteignent leur Rhin. 48 heures. Alors, la question devient, qu'est-ce qu'on fait après? Quand le territoire est occupé, quand les gouvernements sont en fuite ou capturés, quand les armées régulières sont défaites. C'est là que naît une idée simple, radicale et totalement secrète. On ne compte pas que sur les armées visibles, on prépare aussi des armées invisibles, des réseaux clandestins, dormants en temps de paix, activés en cas d'occupation. Des gens ordinaires, des agriculteurs, des comptables, des instituteurs, formés à la guérilla, au sabotage, aux communications secrètes, disséminés partout, introuvables et prêts à entrer en jeu. Après la Seconde Guerre mondiale, la CIA et le MI6 britannique mettent en place des armées secrètes anticommunistes dans tous les pays d'Europe de l'Ouest. Chaque réseau a son nom de code. En Italie, c'est Gladio, l'épée courte des gladiateurs. En France, c'est le réseau Rose des Vents. Au Danemark, Absalon. En Turquie, c'est la contre-guérilla. Au total, pas moins de 17 pays européens sont concernés, membres de l'OTAN, mais aussi des pays officiellement neutres, comme la Suède, la Finlande, l'Autriche et la Suisse. La Suisse neutre, la Suisse pacifique, la Suisse qui prend parti pour personne. La Suisse qui, elle aussi, prépare en secret ses soldats de l'ombre. Mais avant d'entrer dans les détails du cas suisse, il faut comprendre
comment tout ça fonctionne concrètement. Parce que ces réseaux Stay Behind, c'est leur nom technique, c'est pas juste des groupes de résistants amateurs avec des fusils planqués dans une grange. C'est bien plus sophistiqué que ça et bien plus inquiétant. Alors concrètement, c'est quoi un réseau Stay Behind? Imaginez, vous êtes agriculteur dans un village belge, comptable à Lyon ou instituteur dans la région de Lausanne. Vous avez une vie normale, une famille, des voisins qui vous connaissent depuis l'enfance, et en parallèle, vous avez prêté serment à une organisation dont vous ne pouvez parler à personne. Vous ne pouvez pas en parler à votre femme, vous ne pouvez pas en parler à vos enfants, ni à votre meilleur ami. Parce que le jour où les soviétiques franchiront la frontière, si ce jour-là arrive, c'est vous qui resterez. Quand les armées régulières battent en retraite, quand le gouvernement est en fuite, quand les chars ennemis roulent dans les rues, vous ne bougez pas. Vous restez derrière la ligne et vous commencez à travailler. C'est ça le stay behind. Littéralement, rester derrière. L'idée n'est pas nouvelle. Elle vient directement de la Seconde Guerre mondiale. Du traumatisme de voir des pays entiers tomber en quelques semaines sans aucune résistance organisée, prête à prendre leur lait. Les Alliés avaient mis des mois, parfois des années, à construire des réseaux de résistance efficaces en territoire occupé, avec les armes larguées par parachute qui n'arrivent pas toujours, les agents infiltrés qui se font capturer, les liaisons radio qui tombent aux mains de l'ennemi. L'idée des stay behind, c'est de plus jamais se retrouver dans cette situation. Cette fois, tout est préparé à l'avance, bien avant que la guerre ne commence. Il faut implanter dans chaque pays menacé des capacités de résistance et de sabotage, coordonner ces réseaux avec les plans de l'OTAN, leur fournir des émetteurs-récepteurs, des armes, construire des dépôts clandestins, dresser aussi la liste des points névralgiques, les ponts, les lignes de chemin de fer, les fleuves, les détroits. Chaque réseau a ses caches, des arsenaux enterrés dans les forêts, dissimulés sous les granges, creusés dans des collines. En Italie, les 139 cachettes de Gladio contiennent des armes de poing, des munitions, des explosifs, des grenades, des couteaux, des mortiers, des émetteurs radio, des jumelles. En Allemagne, quand on retrouve 2 cachettes dans la forêt de Grünwald à Berlin, on y trouve des pistolets 9 mm, des couteaux, du matériel de navigation, une radio d'espion RS-6, des manuels de reconnaissance des chars et des avions. Et aussi glissé entre les armes une flasque de cognac et du chocolat. Du chocolat parce que même quand on prépare la fin du monde, on pense au chocolat. Mais ce qui distingue vraiment ces réseaux d'une simple résistance armée, c'est sa formation. Ces gens ne sont pas juste des civils avec des fusils. Ils sont entraînés, et même sérieusement entraînés. On les entraîne au sabotage, à la communication cryptée, à la propagande clandestine, aux techniques de guérilla urbaine, à l'évasion et à la résistance à l'interrogatoire. Pour ça, ils ont des instructeurs de haut niveau. La CIA d'un côté, le MI6 de l'autre. Les bérets verts américains, le SAS britannique. Les meilleurs spécialistes de la guerre non conventionnelle que l'Occident peut produire. Tout ça, bien sûr, dans le plus grand secret. Parce que c'est là que le système devient politiquement explosif. Ces réseaux existent dans des démocraties, dans des pays où en théorie, les parlements supervisent les dépenses militaires, où les citoyens ont le droit de savoir comment leur argent est utilisé. Mais personne ne vote pour financer une armée secrète. Personne n'est au courant. Même pas les parlementaires et souvent pas les gouvernements. Comme le résumera plus tard le Premier ministre italien Andreotti, ces réseaux créent un réseau occulte de résistance destiné à œuvrer en cas d'occupation ennemie à travers le recueil d'informations, de sabotage, de propagande et de guérilla. Des mots qui sont nobles, presque patriotiques. Mais voilà où ça devient vraiment inconfortable, parce que certains de ces réseaux ne sont pas contentés d'attendre une invasion soviétique qui est finalement jamais venue. Faute d'ennemis extérieurs, ils ont commencé à s'en prendre à l'ennemi intérieur. Les communistes, les syndicalistes, la gauche, quiconque aux yeux de ces organisations représente une menace pour l'ordre établi. En Italie, ça donnera des attentats, des morts, des décennies de manipulation politique. Mais on va en reparler dans un petit moment. D'abord, revenons en Suisse. Parce que le cas suisse a ses propres particularités et je les trouve fascinantes. La Suisse a un problème.
Enfin, plusieurs. Mais dans le contexte de la guerre froide, elle en a un qui est particulièrement délicat. Elle est neutre. Officiellement, totalement, constitutionnellement neutre. Elle ne fait pas partie de l'OTAN. Elle ne peut pas prendre parti. Elle vend des montres aux deux camps et héberge les diplomates qui ont besoin de se parler discrètement. Mais la neutralité, ça ne protège pas d'une invasion. Et les Suisses le savent mieux que quiconque. Ils ont passé la Seconde Guerre mondiale entourés de nazis, à tenir par la seule combinaison de leur relief montagneux et d'un bluff militaire soigneusement entretenu. Et il n'y a aucun doute que si la guerre avait encore duré quelques années, la Suisse aurait fini par être envahie. Alors, quand la guerre froide s'installe et que la menace soviétique commence à peser sur l'Europe, la Suisse fait comme ses voisins, elle prépare l'impensable. Sauf qu'elle ne peut pas le faire officiellement, parce qu'officiellement, elle est neutre, comme on l'a dit. Alors, elle le fait en secret. L'homme derrière tout ça, c'est Albert Bachmann, un colonel anticommuniste convaincu, ce qui est d'autant plus intéressant qu'il avait été communiste dans sa jeunesse, avant de faire volte-face après la répression soviétique en Hongrie en 1956. En 1976, il est nommé à la tête du service de renseignement de l'armée. Et c'est lui qui œuvre à la constitution de la P26. Un homme qui a retourné sa veste une fois et qui, depuis, consacre son énergie à s'assurer que personne d'autre ne fasse la même erreur. C'est-à-dire être communiste. Le projet 26, qu'on appelle P26, vient en fait du fait qu'il y a 26 cantons en Suisse. Officiellement, l'organisation n'a aucune base légale. Elle est créée sans que le Parlement ni le Conseil fédéral n'en soient informés. Mais elle est financée par des fonds publics. De l'argent public pour une organisation que les élus du peuple ne reconnaissent pas. Le budget atteindra jusqu'à 11 millions de francs suisses les bonnes années. C'est quand même pas rien. Alors, comment ça fonctionne concrètement? Prenez Wilfried, enseignant en Suisse orientale, membre du P26. Quand il est convoqué pour une session de formation, il doit inventer une histoire plausible pour que sa famille et son employeur ne se rendent compte de rien. Il sera ensuite à l'endroit convenu, par exemple la gare de Thun. De là, un véhicule aux vitres teintées le conduit vers un garage dissimulé derrière un bunker d'artillerie. Et de là, on descend dans les profondeurs. Sous terre. On l'a vu dans mon autre vidéo, en Suisse on finit toujours sous terre. Dans ces installations cachées, les membres du P26 reçoivent une formation sérieuse. Guerre psychologique, sabotage, radio-ondes courtes, tout ce qu'il faut pour tenir un territoire occupé depuis l'intérieur. Mais pour certains, la formation va encore plus loin, beaucoup plus loin même. Quelques dizaines de Suisses se font former aux techniques de sabotage et de lutte clandestine au centre d'entraînement militaire de Fort Monkton, une base secrète du MI6 et du SAS britannique sur les côtes sud de l'Angleterre, où convergent les cadres de toutes les organisations Stay Behind d'Europe occidentale. Des militaires suisses munis de faux papiers qui traversent la Manche pour apprendre à faire sauter des ponts et à disparaître dans la nature. Et ça, le gouvernement suisse en sait rien du tout. Les Britanniques signent des accords directement avec l'organisation en dehors de tout contrôle officiel. Le dernier accord est signé en 1987, 2 ans seulement avant la chute du mur de Berlin. Mais le P26, c'est plus qu'une organisation de résistance en cas d'invasion. C'est aussi, et ça on l'apprendra bien plus tard, une machine de surveillance intérieure. Parce qu'en parallèle du P26, il existe le P27. Alors oui, je sais, à l'époque, on n'était pas très créatif. Le P27, c'est une agence de renseignement privée, partiellement financée par l'État, qui a constitué des dossiers sur près de 8000 personnes considérées comme suspectes. Des gauchistes, des colleurs d'affiches, des témoins de Jéhovah, des gens à tendance anormale, des militants antinucléaires. Des témoins de Jéhovah fichés comme menace pour la sécurité nationale. Je ne suis pas forcément convaincu par les témoins de Jéhovah, mais je ne suis pas non plus convaincu que ça soit une menace pour la sécurité nationale. Bref. Et puis, il y a le détail qui change tout. Celui qui transforme cette histoire de résistance patriotique en quelque chose de beaucoup plus ambigu. Selon certains témoignages de l'époque, dont celui de l'ancien président du Parti socialiste Helmut Hubacher, le P26 aurait même eu un mandat pour s'activer si la gauche gagnait les élections. Alors, c'est une affirmation qui n'a jamais été formellement prouvée et que certains historiens contestent. Mais le simple fait qu'elle ait pu être formulée en dit déjà long sur l'ambiance de l'époque. Une organisation secrète, financée par l'argent public, prêt à s'activer si les citoyens votaient du mauvais côté. C'est là que la frontière entre le patriotisme et la paranoïa
commence à devenir vraiment très flou. Et c'est pas uniquement un problème suisse, loin de là. Jusqu'ici, tout ça peut encore sembler défendable. Des hommes patriotes recrutés en secret, formés à résister à une occupation soviétique qui est jamais venue. On peut discuter de la légitimité démocratique, de l'absence de contrôle parlementaire, du secret maintenu vis-à-vis des gouvernements eux-mêmes. Mais l'intention de départ, protéger la population libre contre une menace totalitaire, elle reste compréhensible. Le problème, c'est que l'intention de départ n'est pas toujours restée la seule intention. Parce que quand vous construisez une infrastructure secrète, une armée entraînée, qui échappe à tout contrôle démocratique, vous créez aussi un outil. Et les outils, ça sert souvent à autre chose que ce pour quoi ils ont été conçus. En Italie, cet outil a servi à terroriser les citoyens italiens. C'est la stratégie de la tension. L'idée est simple, mais glaçante. Il s'agit de susciter délibérément un climat de violence politique dans le but de favoriser l'émergence d'un État autoritaire. En clair, provoquer des attentats, accuser la gauche, terroriser la population et les convaincre qu'elle a besoin d'un pouvoir fort pour les protéger. Ça commence dès 1969. Le 12 décembre, une bombe explose dans une banque sur la Piazza Fontana à Milan. 16 morts, 88 blessés. L'extrême gauche est immédiatement désignée comme responsable. 400 personnes sont arrêtées. Un anarchiste, Giuseppe Pinelli, est interpellé. Quelques jours plus tard, il tombe du 4e étage du commissariat central de Milan. Les autorités parlent d'un accident. Personne ne le croit vraiment. Des années plus tard, on établira que l'attentat n'avait pas été commis par la gauche, mais par l'extrême droite, dans le cadre précis de cette stratégie de déstabilisation. Et ça continue de 1969 à 1980. L'Italie connaît près de 13 000 attentats qui font 236 morts. Les brigades rouges d'un côté, l'extrême droite de l'autre. Mais les responsables sont soigneusement brouillés, les enquêtes sabotées, les pistes abandonnées. Et puis, il y a le 2 août 1980. Il est 10h25 du matin quand une bombe de très forte puissance détruit le hall de la gare de Bologne. 85 hommes, femmes et enfants périssent. 200 autres sont blessés. C'est un samedi d'été, la gare est bondée de familles qui partent en vacances. La reconstruction de la gare a préservé le trou de la salle d'attente. Et l'horloge arrêtée à 10h25 est toujours là, parce que certaines blessures s'effacent jamais. Des militants néofascistes sont condamnés comme exécutants, mais l'enquête révèle l'implication de personnages au sommet même de l'appareil étatique. Des généraux, des membres des services secrets, des hauts fonctionnaires réunis au sein d'une loge maçonnique secrète, la loge P2, dont la liste des membres, quand elle est saisie, révèle des centaines de noms parmi les plus puissants d'Italie. Le lien avec Gladio ? Selon les parlementaires italiens, Gladio aurait participé à cette stratégie de la tension dans le but d'empêcher le Parti communiste d'accéder au pouvoir exécutif. Personne n'a jamais condamné les vrais commanditaires. Certains dossiers sont encore classifiés aujourd'hui. L'Italie, c'est le cas le plus documenté, mais ce n'est pas un cas isolé. En Belgique, des armes volées dans des caches stay behind se retrouvent dans les mains de criminels. En Turquie, le réseau équivalent, la contre-guérilla, est soupçonné d'avoir organisé le massacre de la place Taksim à Istanbul en 1977, quand des tireurs embusqués ouvrent le feu sur une foule de 500 000 manifestants, faisant 38 morts. En France, selon l'amiral Lacoste lui-même, ancien chef des services secrets militaires, certaines actions terroristes dirigées contre De Gaulle et son plan pour mettre fin à la guerre d'Algérie ont impliqué des éléments des réseaux stay behind français. Des réseaux conçus pour défendre la démocratie contre une menace étrangère utilisée pour déstabiliser cette même démocratie de l'intérieur. C'est ça la vraie nature du secret absolu. Quand personne surveille, n'importe qui peut décider à quoi l'outil va servir. Et pendant tout ce temps, les soviétiques n'ont jamais envahi. Les seules victimes de ces armées de l'ombre, ça a été les citoyens occidentaux. Tout commence par un coup de téléphone. Novembre 1988, Elisabeth Kopp est conseillère fédérale, la première femme à avoir jamais accédé au gouvernement suisse. Son mari, Hans-Werner Kopp, siège au conseil d'administration d'une entreprise sous enquête pour blanchiment d'argent.
et Elisabeth l'appelle pour le prévenir, pour lui conseiller de démissionner discrètement avant que ça n'éclate. Ce coup de téléphone lui coûtera son poste. Elle démissionne en janvier 1989. Le Parlement ouvre une commission d'enquête pour son département. Et c'est là que les enquêteurs tombent sur quelque chose qu'ils ne cherchaient pas vraiment. En novembre 1989, la commission révèle que la police fédérale a réuni durant la guerre froide 900 000 fiches sur des individus et organisations, pour la plupart de gauche. 900 000 fiches dans un pays de 7 millions d'habitants. Un Suisse sur 20, un étranger sur 3. C'est un sujet qui pourrait sans doute faire l'objet d'une vidéo à lui tout seul. D'ailleurs, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Les commentaires sont là pour ça. Qu'est-ce qu'il fallait faire pour finir dans ces fiches? Il suffisait d'avoir participé à une manifestation pacifiste, anti-nucléaire, féministe ou anti-apartheid, d'avoir écrit un article un peu engagé dans un journal étudiant. Un juriste a découvert que personne ne voulait l'embaucher depuis des années parce que sa fiche indiquait qu'il habitait dans une communauté de gauchistes. Une communauté qui avait déménagé quelques semaines avant que lui-même emménage. Un dentiste lausannois apprend que sa cérémonie de mariage avait été espionnée et que ses témoins avaient ensuite été fichés à leur tour pour la seule raison d'avoir assisté à son mariage. Un écrivain genevois, Daniel de Roulet, commande son dossier. Un matin, le facteur lui remet un paquet de 3,3 kg. 3,3 kg de fiches sur un écrivain. La Suisse entre dans ce que les historiens appelleront l'année de tous les scandales. Le 3 mars 1990, 30 000 personnes manifestent à Berne contre l'État fouineur. Il y a des gaz lacrymaux, des voitures renversées. Des artistes boycottent les festivités du 700e anniversaire de la Confédération. Sur le parvis du Palais fédéral, quelqu'un a installé 3 statues de singes. Les fameux singes, celui qui voit rien, qui entend rien et qui dit rien. Et pendant ce temps, les enquêteurs creusent encore parce qu'ils sentent bien qu'il y a autre chose. Le scandale des fiches, c'est choquant, mais c'est pas tout. La deuxième commission d'enquête s'intéresse au département militaire. Et là, elle trouve le P26 et le P27. Novembre 1990, la commission confirme l'existence de 2 organisations secrètes sans base légale, échappant à tout contrôle politique. Une armée clandestine et une agence de renseignement privée, cachée à l'intérieur même de l'appareil militaire suisse. Et le timing est absolument parfait, ou parfaitement catastrophique, ça dépend un peu du point de vue. Parce que tout ça éclate en novembre 1990, soit exactement un mois après qu'en Italie, le Premier ministre Andreotti a révélé l'existence de Gladio et de ses équivalents dans toute l'Europe occidentale. La presse fait immédiatement le lien. Le P26 suisse devient aux yeux du public le chaînon helvétique d'un réseau de manipulation continentale. Le problème, c'est que quand les fiches sont révélées, le mur de Berlin vient de tomber. L'URSS effraie plus personne. Et ce décalage explique l'ampleur de l'indignation. Toute cette machinerie paranoïaque s'effondre au moment précis où la menace qu'elle était censée combattre disparaît. Et c'est là la cruauté de l'histoire. Les gens ont passé des décennies à se préparer pour une guerre qui n'a pas eu lieu. Et c'est au moment où leur secret éclate que tout le monde réalise que c'était peut-être pas nécessaire, et ça depuis bien longtemps. Le gouvernement suisse dissout la P26 en urgence. Les archives sont en partie détruites, certains documents sont détruits sur conseil d'Albert Bachmann lui-même, le fondateur de l'organisation. D'autres disparaissent mystérieusement. 7 classeurs et 20 dossiers s'évaporent des archives fédérales. Une enquête est ouverte pour les retrouver et fermée sans résultat en 2018. Et les archives restantes? Elles sont classifiées secrets par décision du Conseil fédéral. Elles seront ouvertes en 2041. 2041, soit près de 50 ans après les faits. On doit encore attendre 15 ans avant de pouvoir espérer y avoir accès. Il y a des choses que la Suisse officielle est visiblement pas encore prête à montrer. Le mur de Berlin est tombé en novembre 1989. L'Union soviétique s'est effondrée 2 ans plus tard. La menace pour laquelle tout ça avait été construit, les caches d'armes, les cellules dormantes, les entraînements secrets en Angleterre n'existent plus. Officiellement, les réseaux ont tous été dissous. Le P26 en 1990, Gladio en Italie la même année. Les équivalents dans les autres pays les uns après les autres. Officiellement du moins. Mais voilà la question qui reste suspendue dans l'air depuis 30 ans.
celle que personne ne veut vraiment trancher faute de documents accessibles. Est-ce qu'on dissout vraiment une infrastructure de ce type? Ou est-ce qu'on la rend simplement encore plus invisible? On ignore bien évidemment si la P26 a été remplacée. Les archives restent, comme je l'ai dit, classifiées jusqu'en 2041. Les documents disparus n'ont jamais été retrouvés. Et l'homme qui savait tout, Herbert Talbot, est mort avec ses secrets. Une baïonnette dans le ventre et des caractères au feutre sur la poitrine que personne n'a jamais réussi à déchiffrer. En Suisse, le traumatisme de 1930 a laissé des traces durables. Depuis l'affaire des fiches et les affaires P26 et P27, la plupart des parlementaires se méfient profondément du secret en matière de police et d'armée. Chaque fois qu'une nouvelle unité est révélée, les vieux démons ressurgissent immédiatement. Le spectre du P26 hante encore les débats sur le renseignement en Suisse aujourd'hui. Mais il y a quelque chose de plus profond dans le débat institutionnel. Cette histoire pose une question que chaque démocratie doit se poser. Jusqu'où un État peut-il aller pour se protéger avant de devenir lui-même la menace qu'il prétend combattre? Ces réseaux ont été construits au nom de la liberté pour protéger les populations libres contre une occupation totalitaire. C'était à l'origine une intention défendable, peut-être même noble. Mais sans contrôle démocratique, sans transparence, sans garde-fou, cette intention s'est transformée en Italie en machine à terroriser les citoyens innocents, en Suisse en appareil de surveillance de quiconque osait penser différemment. Partout en outil au service de ceux qu'il contrôlait, et non du peuple qu'il était censé défendre. Le Parlement européen a sévèrement condamné l'OTAN et les États-Unis pour avoir manipulé la politique européenne à travers ses armées secrètes, mais aucun grand responsable n'a jamais été jugé. Aucune vérité complète n'a jamais été établie. Les familles des victimes de Bologne attendent encore 45 ans plus tard. Et pendant ce temps, les démocraties occidentales continuent de gérer leurs services de renseignement dans un entre-deux permanent, entre la nécessaire discrétion des opérations secrètes et le contrôle démocratique que leurs citoyens sont en droit d'exiger. C'est donc loin d'être un problème résolu, c'est un problème permanent. La guerre froide est finie, mais la tension entre sécurité et liberté, entre secret d'État et transparence démocratique, elle n'a pas été dissoute en même temps que le P26. Elle a juste changé de forme. Et ça, c'est peut-être la leçon la plus importante de toute cette histoire. Pas que des États aient fait des choses terribles au nom de la sécurité, parce que ça, on le sait malheureusement depuis longtemps. Mais que les secrets absolus, sans regard extérieur, sans contre-pouvoir, transforment inévitablement n'importe quelle institution, même la plus légitime, même la mieux intentionnée. Alors, la prochaine fois que vous entendez parler d'une unité spéciale, d'un programme classifié, d'une organisation dont personne ne peut vérifier les activités, posez-vous la question. Pas si c'est nécessaire, mais qui est-ce qui surveille ceux qui surveillent? Comme d'habitude, je compte sur vous pour liker la vidéo, pour vous abonner et pour activer la cloche pour ne pas louper une seule vidéo. Et surtout, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Ça m'intéresse vraiment d'avoir votre avis sur le sujet. Dans tous les cas, nous on se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Ciao!